Bonjour, le but de cette vidéo va être de vous montrer trois choses. La première, comment utiliser GeoGebra pour pouvoir travailler efficacement. La deuxième, comment étudier la fonction sinus. Et la troisième, comment étudier la fonction cosinus. En fait, la deuxième et la troisième vont être extrêmement liées. Donc, première chose à faire, c'est que vous allez aller sur geogebra.org/classique. D'accord, je mettrai le lien dans la description, c'est 100% gratuit. Donc si vous regardez cette vidéo sur un mobile ou sur une tablette, je vous invite à ouvrir un ordinateur ou une autre tablette ou un autre mobile, parce que vous avez aussi les applications GeoGebra. Par contre, les applications GeoGebra, il me semble que l'application classique ne permet pas de tout faire. Donc ça, c'est à vous de me confirmer dans les commentaires. Là, ce que je vous montre, c'est sur la version bureau. Sur la version mobile, il faut voir. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'abord la définition de la trigonométrie à partir du collège. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un triangle rectangle, mais on ne va pas prendre euh, n'importe lequel. On va d'abord tracer un triangle équilatéral. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça, et on n'a pas besoin de ça non plus. On va mettre un truc vierge. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Regular Polygon. Regular Polygon, comme son nom l'indique, ça fait des polygones réguliers, et on va prendre trois côtés. Et donc ça nous fait un triangle équilatéral. Je rappelle les propriétés du triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, il a que ses trois côtés ont la même mesure et également que ces trois angles ont la même mesure. Et comme dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, qu'on appelle aussi pi radian. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les radians, je vais rappeler ce que c'est immédiatement. Je vais juste ici enlever ça, voilà. Et je vais le mettre comme ça, voire même en noir. Allez hop, voilà. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que, puisque la somme des angles, hein, elle fait 180 degrés, qu'on a trois fois le même angle, 180 divisé par 3, ça fait 60 degrés, et en radian, ça fait pi radian. Alors, pour pouvoir se rappeler de ces histoires-là, on va faire la perpendiculaire à ce côté-là, passant par C. Dans un triangle équilatéral, les médianes, médiatrices, hauteurs et bissectrices sont confondues, ce qui veut dire que ici, on a un angle droit, mais aussi ici, on a le milieu du segment AB, et ici, on a la bissectrice de l'angle ACB. Donc, ce qui veut dire que cet angle-là, l'angle DCB, il fait 60 divisé par 2, c'est-à-dire 30 degrés, si on parle en degrés, ou pi sur 3 divisé par 2, c'est-à-dire pi sur 6, si on parle en radian. Alors, on va aussi tracer une deuxième perpendiculaire pour avoir le centre du cercle circonscrit, ce qui va nous permettre de définir la notion de radian. Alors, ici, on va faire un cercle, le cercle de centre E et qui passe par A, donc c'est-à-dire le cercle circonscrit. Alors, lorsque l'on fait un tour complet dans un cercle, on a fait une rotation de 360 degrés. Si vous vous rappelez de comment est-ce qu'on calcule le périmètre d'un cercle, aussi appelé la circonférence du cercle, c'est-à-dire la longueur du cercle si on déployait le cercle sur une ligne, c'est 2π fois le rayon. 2π fois le rayon, ça correspond donc à, si on parcourt tout le cercle, et ça correspond également, si on a une vision plutôt angulaire, à 360 degrés. Donc on a l'équivalence 360 degrés égale 2π fois le rayon. Rayon, en latin c'est radius, radius, radian. Donc, on va écrire ça. Ici, on va mettre texte. Alors juste ce qu'on va faire avant, c'est que on va déplacer un petit peu ça, voilà, comme ceci, et on va mettre le texte ici. Voilà. On va mettre ça en latex, comme ça c'est propre, et donc on va avoir notre égalité qui sera 2π r égale 360 degrés. Ok? Voilà. Et donc, ça veut dire que on a pi radian qui va être égal à 180 degrés. Degrés, comme ça. Voilà. Et donc 1 radian égale la fraction 180 divisé par pi. Alors ce qui va se passer, c'est que en général, c'est même pas en général, je vais le faire tout de suite, on va ne plus écrire le R de radian et ne plus écrire le rond de degrés. Et voilà, et donc on fera l'association directement. Ok? Donc en fait on dira
2π directement pour dire 360 degrés, on dira pi directement pour dire 180 degrés, et en fait le 1 sur, enfin le 1 radian égale 180 sur pi, on l'utilisera quasiment jamais. D'accord? Donc maintenant qu'on a cette analogie-là, pi c'est 180 degrés, donc 1 tiers de pi, bah, c'est pi sur 3. Voilà. Et donc ici, ce sera pi sur 6. Donc ça, on va l'enlever. C'était juste pour vous écrire les calculs. Donc maintenant qu'on est OK sur les radians, on va pouvoir continuer notre affaire. Donc là, le cercle, j'en ai plus besoin ici. Donc je vais l'effacer. Voilà. Et celui-là, j'en ai plus besoin non plus. Donc je vais également l'effacer. Voilà. Donc maintenant, je reviens à mon triangle équilatéral. Et ici, j'ai un angle de pi sur 3. Voilà, il va me mettre 60 degrés, voilà. Et ici, j'ai un angle de 30 degrés. Donc, je rappelle dans la trigonométrie du collège que vous avez vu en classe de 4e le cosinus. On vous a dit c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, si je m'intéresse à cet angle-là de pi sur 3, le côté adjacent, ça va être celui-là. C'est-à-dire la moitié de mon côté. Mon côté, je vais l'appeler x, pour que ça soit valable, quelle que soit la valeur du côté de mon triangle équilatéral, et je vais pouvoir écrire le petit calcul ici, que le cosinus de pi sur 3, on va mettre une parenthèse comme ça, voilà, hop, donc le cosinus de pi sur 3, on ferme cette parenthèse, en faisant right comme ça, mais je crois que c'est après, ouais, si je me souviens bien, c'est après, voilà, c'est ici qu'il faut le mettre, bon, on verra, égale, oula, ça lui a pas plu, égale, donc côté adjacent, on a dit que c'est 1 demi du côté, donc c'est x sur 2, et divisé par, alors en fait, ça, il faut le mettre à l'intérieur d'une fraction, hop, voilà, ça c'est le numérateur de ma fraction, divisé par la longueur du côté, c'est-à-dire x, donc c'est-à-dire au final, ça fait directement 1 demi. Donc le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi, voilà. Ok, alors là, juste, je vais éditer ça parce que ma parenthèse, le right, il n'était pas au bon endroit, il faut le mettre à gauche. Voilà, et si je fais ça, boum, là c'est beaucoup mieux. D'accord, donc on a cosinus de pi sur 3, c'est ce côté-là, donc la moitié de ce côté, donc x sur 2, divisé par le côté x, donc du coup ça fait 1 demi. Donc ça, c'est bon, on a fait le calcul, on peut effacer. Ok, très bien, donc maintenant ce qui vient de nous intéresser, c'est le sinus. Pour le sinus, il va falloir qu'on calcule la hauteur. Il va falloir qu'on calcule cette hauteur, donc on va utiliser Pythagore. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, je vais le mettre ici. On a bien un angle droit, hein, ici, hop, comme ceci, voilà, ok, bien un angle droit, donc on a bien un triangle rectangle, et donc ça a du sens de faire de la trigonométrie. Ok, donc ici cette hauteur, donc ce CD, on va faire Pythagore. Pythagore il nous dit que CB carré est égal à BD carré plus DC carré. Donc c'est ce qu'on va écrire immédiatement ici. Voilà. Donc on a BC carré qui est égal à BD carré plus DC carré. Donc par conséquent, celui qui nous intéresse, hein, la hauteur c'est DC, donc DC carré est donc égal à BC carré moins BD carré. Et donc on remplace ça, ça nous fait DC carré égale x au carré moins, parenthèse, x sur 2, le tout au carré, ce qui nous fait x carré sur 4. Donc ça nous fait DC carré égale x carré moins 3 quarts de x carré, et donc du coup ça nous fait moins, pardon, 1 quart de x carré, donc du coup ça nous fait 3 quarts de x carré, et donc du coup ça nous fait que DC est égal à racine de 3 sur 2 fois x. Racine de 3 sur 2 fois x. Voilà. Je vérifie juste que j'ai pas oublié ça, et normalement, voilà, on a tout le calcul ici, on va décaler ça pour qu'on y voit un petit peu plus clair, voilà, donc vous voyez bien, on a BC carré, donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est DC carré, donc la hauteur ici, celui-là, donc on fait passer le BD de l'autre côté, donc ça nous fait bien BC carré moins BD carré, et maintenant on remplace, BC c'est le côté du triangle, donc c'est X,
Et BD, c'est la moitié de ce côté, donc x sur 2. Donc ça nous fait bien x carré moins x carré sur 4, donc c'est moins un quart de x carré. Et donc 4 quarts moins un quart, ça fait 3 quarts. Et donc après, on passe à la racine carrée, dc égale racine de 3 sur 2 fois x. Pour calculer donc le sinus de ce pi sur 3, on va faire ce côté-là qu'on vient de calculer dc divisé par x, donc ben, le x va disparaître et ça fera racine de 3 sur 2. Donc voilà pour ça. Je l'écris ici quand même. Le sinus, voilà. Le sinus, c'est donc sinus de pi sur 3. Le sinus de pi sur 3, donc là ici, hop, right, voilà. Ça nous fait racine de 3 sur 2 fois x. Voilà, donc ça c'est le numérateur divisé par x, et donc du coup, ça nous fait au final racine de 3 sur 2. Racine de 3 ici et ici sur 2. Voilà. Ok, sinus pi sur 3, c'est A, ici il y a un 2 qui a traîné. On va éditer ça tout de suite. Ouais, non, là il y a eu une petite toile. Racine de 3 sur... Oui, parce que j'ai oublié une fraction ici. C'était ici une fraction, racine de 3 sur 2. Voilà. Et là, non, ça doit être bon. Voilà, racine de 3 sur 2 fois x divisé par x, donc ça devient racine de 3 sur 2. Ok. Voilà, très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir un tout petit peu. Et on va remarquer que si je suis en pi sur 3, donc c'est-à-dire en b, le côté adjacent, c'est BD, mais si je suis en pi sur 6, c'est-à-dire en C, bah, le côté BD, c'est pas le côté adjacent, c'est le côté opposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sinus de pi sur 6 est égal au cosinus de pi sur 3, et vice-versa. Donc on a cette relation-là. Sinus de pi sur 6 qui va être égal au cosinus de pi sur 3. Donc ce qui veut dire qu'on a déjà calculé cette valeur, c'est donc exactement 1 demi. Voilà, et on ferme la parenthèse. Et on peut faire la même chose en permutant les sinus et les cosinus. Alors, GeoGebra, il aime pas trop quand on fait copier-coller comme ça. Donc là, on va mettre cos, et là, ce sera pas pi sur 6, mais ce sera... Oui, ce sera pi sur 6, pardon. Et là, par contre, ce sera racine de 3 sur 2. Voilà, et là, ce sera sin. Et voilà. Ah, attention. Qu'est-ce qui ne lui a pas plu ici? Tac, tac, tac. Alors, on va mettre... Parce que là, on n'y voit rien. Voilà, cos pi sur 6, voilà, égale racine de 3 sur 2, ouais, égale des fracs. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah oui, il y a deux accolades ici, alors qu'il doit y en avoir qu'une. Et là, c'est pareil. Voilà. Voilà, donc on a bien les égalités, comme on a dit. Donc sinus pi sur 6 égale 1 sur 2 est égal à cosinus pi sur 3, et cosinus pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2 est égal à sinus pi sur 3. Voilà, donc il suffit de savoir faire un triangle équilatéral pour avoir ces informations-là. Donc ces informations-là, on va les récupérer par la suite, mais c'est terminé pour la preuve de ces trucs-là. Donc ici, ça, on efface tout. Alors le moyen le plus rapide d'effacer tout, c'est
de recharger la page, et comme ça on repart à 0. Donc on a fait pour pi sur 3 et pi sur 6, maintenant on va faire sur pi sur 4, et vous verrez qu'à partir de ces 3-là, on a tout le cercle trigonométrique, et c'est ce qu'on va montrer par la suite. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ça, voilà, et on va enlever ça, et on va faire cette fois un carré. Donc régular polygone, et cette fois, on peut laisser la valeur par défaut, c'est 4. Voilà, bon, on va le mettre droit, hein, c'est mieux. Voilà, donc dans un carré, je vous apprends rien quand je vous dis que chaque angle fait 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 4, du coup, hein, parce que je rappelle, pi radian, ça fait 180, et la moitié de 180, ça fait 90. Chaque angle, j'ai dit, fait pi sur 4, non, chaque angle fait pi sur 2, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est un triangle rectangle, donc on va tracer la diagonale, et non, la diagonale, merci, voilà. Et donc si on trace la diagonale, par exemple DB, bah, du coup, on obtient un triangle qui est isocèle et rectangle, donc isocèle, les angles à la base ont la même mesure, donc appelons x par exemple cette mesure, donc ça fait ici on a x, ici on a x, mais comme c'est aussi un triangle rectangle, alors ça veut dire que les angles sont complémentaires, c'est-à-dire que la somme des angles fait 90 degrés, soit pi sur 2 radians. Et donc si on a x plus x qui est égal à 90, ça veut dire que x égale 45, et donc x égale pi sur 4. Voilà, voilà. Donc ici, on peut lui demander de mettre les angles. Tac, 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 il va nous mettre 45 degrés, voilà. Tac, 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 il va nous mettre également 45 degrés. Ok, donc on va pouvoir calculer la trigonométrie pour pi sur 4. Première chose à dire, c'est étant donné qu'on a un carré, l'autre triangle est isocèle, donc ça veut dire que les côtés opposés et les côtés adjacents, ben, ils ont la même mesure. Donc ça veut dire que d'office, avant même de calculer, on sait que le sinus et le cosinus de pi sur 4, ils vont être égaux. Donc en fait, on n'en a qu'un seul à calculer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a à calculer cette diagonale. La diagonale d'un carré, ben, tout simplement, ça va être Pythagore. Donc c'est parti. Un petit coup de Pythagore. Et on va avoir donc comme ça que BD carré va être égal à AB carré. Mais comme on a dit que c'est un triangle isocèle, on a que AB, c'est la même longueur que AD. Donc en fait, on a 2 AB carrés. Voilà. Et donc du coup, on en déduit que BD, donc la diagonale, est égale à racine de 2 fois le côté. Du coup, le cosinus comme le sinus, donc cosinus de pi sur 4, voilà, donc ça, on va faire la même chose pour sinus, il va être égal, alors ici on met sin, il va être égal à côté adjacent, donc c'est-à-dire AB, ou côté opposé, AD, mais ils ont la même valeur, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire par la diagonale, c'est-à-dire racine de 2 fois le côté. Donc, ici, ça nous fait AB divisé par racine carrée de 2 fois AB, donc du coup, ça fait exactement 1 divisé par racine carrée de 2. En général, on n'aime pas avoir la racine carrée en bas, donc on multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2, et ça nous donne racine carrée de 2 sur 2. Voilà pour cette valeur. Et donc maintenant, on peut remettre ça dans un tableau pour pouvoir mémoriser toutes les informations. Hop. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un cercle. On va tracer le cercle centré en l'origine du repère et qui a pour rayon 1. Ça lui a pas plu parce que j'ai mis 0, je crois. Alors, je vais mettre O. Voilà, c'est mieux. O. 0, 0. Je vais mettre un point A égale 1, 0. Ou je vais l'appeler I plutôt. Et je vais appeler J le point de coordonnées 0, 1. Et on va tracer le cercle dit trigonométrique. Voilà. Et on va faire comme ça un zoom.
Alors, si j'ai un point sur ce cercle, donc là on a un repère classique ortho-normé, d'accord? Si je place un point sur ce cercle, voilà, je vais placer ce point-là. Ce point-là, je vais l'appeler M comme mobile, et je vais m'amuser à le déplacer. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais tracer les axes, donc x égale, d'abord on va commencer par y égale 0, l'axe des abscisses, et x égale 0, l'axe des ordonnées. Donc on va les mettre en rouge pour qu'on les voit bien. Voilà, donc ça c'est l'axe des abscisses, et ça c'est l'axe des ordonnées. Ok. Donc ici je vais mettre les projecteurs, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer les perpendiculaires, la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par M, et la perpendiculaire à l'axe des ordonnées et passant par M. Ok. Et donc ici je vais placer, le projeté de M sur l'axe des abscisses et le projeté de M sur l'axe des ordonnées, qui sont respectivement A et B. Donc ça veut dire que le point A a la même abscisse que le point M, il a pour ordonnée 0, et le point B a la même ordonnée que le point M et a pour abscisse 0. Ce qui fait que ici nous avons deux triangles rectangles qui sont tout à fait identiques, puisque en fait ils forment les deux moitiés du rectangle OAMB. Donc on a deux triangles rectangles, le triangle rectangle OAM et le triangle rectangle OMB. Et on va mettre les angles ici pour que ça soit clair. Donc comme on a deux triangles rectangles, on peut faire de la trigonométrie. Alors attention, il faut mettre dans le bon ordre. Tac, on va mettre ça comme ça plutôt. Voilà. Alors attendez, parce que si je ne mets pas sur l'angle, ça ne le fait pas. Voilà. Tac. Ok. Et là, pareil, on va le faire dans ce sens-là, dans le sens trigonométrique. Donc le sens trigonométrique, justement, hein, par défaut, GeoGebra, quand on fait les angles, il les met dans le sens trigonométrique. Le sens trigonométrique, c'est ce qu'on appelle aussi le sens anti-horaire. C'est le sens que l'on obtient lorsque on parcourt un chemin en le considérant comme une rampe qu'on tiendrait de la main gauche. Donc concrètement, ça veut dire que vous tournez dans ce sens-là. C'est ça le sens trigonométrique. Ok? Alors comme vous avez vu, quand je change les angles que j'ai fait, ils vont changer de mesure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans ce premier cadran, le cadran supérieur droit, qui est celui qui est le plus, avec lequel on est le plus familier, celui qui correspond au triangle rectangle qui nous permet d'obtenir les valeurs des sinus et des cosinus. Et après, on va voir par des opérations géométriques de base, à savoir des symétries, comment est-ce qu'on va obtenir les trois autres cadrans. Donc il suffit de savoir faire le premier cadran pour pouvoir obtenir toutes les valeurs. Donc c'est inutile de prendre par cœur plein de valeurs. La seule chose qu'il y a à apprendre, et finalement c'est pas vraiment à apprendre, c'est à comprendre, c'est comment est-ce qu'on fait les deux démonstrations que je vous ai fait précédemment, c'est-à-dire le triangle équilatéral et le carré. Je pense que jusqu'ici, c'est pas trop compliqué, c'est des choses que vous connaissez depuis le collège. Ok? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder que se passe-t-il si on place le point M de sorte qu'il est pour abscisse 0,5 et pour ordonnée, alors 0,5 ici, on va chercher, alors attendez, ce qu'on va faire, ouais voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, si on veut qu'ils soient en 0,5 comme ça, maintenant on peut reprendre un petit peu de recul. Voilà, alors notre point M, il est où? Notre point M, il est où? Il est là, voilà. Donc on voit que ça nous fait 0,86, etc. Et si je tape sur GeoGebra, parce que GeoGebra est aussi une calculatrice, SQRT pour Square Root, qui donc calcule la racine carrée, racine de 3 sur 2, il va mettre exactement cette même approximation. Alors là, il a mis 0,86, là il a mis 0,87, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait cohérent avec lui-même. Mais si je lui dis de tracer y égale racine de 3 sur 2, vous allez voir que ça va passer exactement, c'est la même droite qui va passer, voilà. Donc vous voyez, on ne fait pas la distinction entre cette droite-là et la droite qu'il avait appelée perpendiculaire y égale 0,86. Voilà, donc c'est là qu'on voit des petits soucis des calculatrices qui ne sont pas tout à fait d'accord avec elles-mêmes. D'accord? 0,86 c'est une approximation, la bonne approximation 0,87, c'est-à-dire que si on lui dit de mettre plus de décimales, par exemple si on lui dit de mettre 4 décimales, ben vous allez voir que déjà le point M en fait il n'était pas vraiment à 0,5, c'est aussi pour ça qu'il y a ce truc là. Si par contre je le corrige, je lui dis mets-toi à 0,5, est-ce que je peux lui dire ça? Ah non, GeoGebra, ça c'est pas bien. Je lui ai dit que c'était un objet sur le cercle, mais il ne permet pas de le placer exactement. Ouais, ça c'est chiant ça. Bon, bref. Ici, ce qui est important de retenir,
c'est que quel que soit le point sur le cercle, il va avoir donc une abscisse et une ordonnée. Le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses permet de construire un triangle rectangle. Donc ça nous permet de dire que l'angle formé entre l'axe des abscisses et notre point M, donc c'est-à-dire concrètement ici l'angle OA-OM, eh bien cet angle-là, son cosinus, ça va être OA sur le rayon. Mais je vous rappelle que le cercle, il est de rayon 1. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir exactement que son abscisse, l'abscisse du point M, correspond exactement au cosinus. Donc en particulier, si je choisis l'angle pi sur 3, par exemple, ben je sais que le cosinus sera égal à 1/2, tout simplement. D'accord? Donc je vais tracer x égale 0,5, voilà, et je vais placer le point M de sorte qu'il soit ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais momentanément, voilà, pas effacer, mais je vais lui dire de cacher les perpendiculaires, voilà, et je vais zoomer ici pour que notre point M il soit exactement sur la droite, voilà. Ouais. Ouais, GeoGebra est mal fichu quand même, hein, parce que il veut pas, hein, il veut vraiment pas, hein. Un 10 millième, il veut pas que je sois dessus. Voilà, voilà c'est 9 10 millième. Ah, le mieux que je peux. Ah, et quand je lâche la souris, le curseur plutôt. Voilà, bon, vous me pardonnerez la précision à 3 10 millièmes. Ok. Donc on a cette relation-là. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir placer des points. En fait, ce qu'on va faire, c'est que, parce que ce point il m'a gonflé, voilà, au revoir. Et ce truc-là, on va le placer avec les choses qu'on a calculées. On va prendre le point A qui sera le point qui aura pour coordonnées cosinus pi sur 6, sinus pi sur 6, donc autrement dit, racine de 3 sur 2, et 1 sur 2. Voilà. Donc ce point-là, si on fait maintenant le segment qui est là, et qu'on lui demande de calculer l'angle qui est là, il va nous dire que ça fait exactement 30 degrés. Et voilà. Vous voyez? Ok, très bien. Maintenant, si je lui dis de placer le point qui a pour coordonnées racine de 2 sur 2, ou encore 1 sur racine de 2, si je l'écris sous cette forme-là, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Alors en fait, si vous voulez, celui-là, je vais vous montrer qu'on peut, parce que vous me direz, oui, si on le fait à la règle, 1 sur racine de 2, c'est pas évident. Et vous auriez raison. Ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça intelligemment. Parce que, encore une fois, hein, le premier, je vais revenir là-dessus, parce que vous pourrez me dire, oui, mais racine de 3 sur 2, c'est pareil, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour le placer? On ne sait pas le mesurer, racine de 3 sur 2. Et vous avez raison, en fait. Donc je vais vous montrer une façon géométrique de faire ça. Ce segment-là, on efface, et on efface ce point-là. En fait, si je trace simplement x égale 1/2, et ça, par contre, on peut le faire à la règle, hein, ça, x égale 1/2, il n'y a pas de problème. Maintenant, je prends l'intersection supérieure avec le cercle, et paf, j'obtiens comme ça, mécaniquement, et vous voyez que là, cette fois, il m'a mis 0,866. On va revenir à 2 décimales, hein, parce que franchement, ça sert à rien de mettre 4 décimales, parce que si on suppose qu'on le fait à la règle, même si on suppose qu'on le fait à la règle, ce serait une décimale, hein, voilà. Mais vous voyez, là j'ai placé pi sur 3, d'accord? Si je veux placer pi sur 6, pour être cohérent, je vais placer pi sur 6 en premier. Donc si je veux placer pi sur 6 en premier, je vais tracer y égale 1/2. Voilà, si je trace y égale 1/2, là je vais avoir comme ça, ici, pi sur 6. Et donc maintenant, si je trace le segment qui est là, et je lui demande de faire la mesure de l'angle qui est là. Vous voyez l'intérêt d'utiliser GeoGebra, hein, c'est que comme ça, si jamais je n'ai pas fait exactement ce que je voulais, ou si je fais une correction, etc., je ne salis rien du tout, et vite fait, j'ai tout de suite la réponse, d'autant qu'en plus GeoGebra me donne des informations numériques. Donc c'est pour ça que c'est un véritable outil de travail, c'est pour ça que je vous montre exactement le processus, c'est pas un truc déjà tout propre avec Manim comme je fais, où là tout est parfait. Non, là je vous montre, ben voilà, je fais une erreur, ou je pense à un truc, puis après je change d'idée, et ainsi de suite. Je fais des expérimentations. GeoGebra est là pour vous aider à expérimenter, c'est comme ça que ça fonctionne la science, d'accord? Jusqu'au XXe siècle, les maths étaient un petit peu décorrélées des autres sciences, puisque
surtout les maths théoriques, c'était un petit peu tout parfait. Alors que les autres sciences ont fait des expériences, etc. Depuis l'invention de l'ordinateur, on peut faire des expériences et donc du coup retrouver ce côté scientifique qui marche sur deux jambes. Une jambe qui est la théorie, l'autre jambe qui est la pratique. Une jambe qui est l'hypothèse, le raisonnement, et une autre qui est l'expérimentation, la preuve, le test. D'accord? Donc c'est important de renouer avec cette vision plutôt plus scientifique. Oui, j'ai beaucoup de mots qui passent dans ma tête en même temps, et c'est pour ça que des fois, il y a des fusions. Alors, on revient à notre propos, notre problème. On a donc placé le premier, c'est pi sur 6, très bien. Ensuite, maintenant, on va placer pi sur 3, et c'est comme ça qu'on va faire géométriquement le pi sur 4. Donc, pi sur 3, cette fois, c'est x égale 1,5, parce que c'est le cosinus qui est égal à cette valeur-là. Donc, on va tracer ici, d'abord, on va placer le point, ici, le point d'intersection, voilà, et on va tracer le segment comme ceci, et on va vérifier qu'on a bien notre angle qui fait 60 degrés. Donc ça, on enlève parce qu'on l'a vu, voilà. Et ici, si on fait ça, on a bien 60 degrés, comme annoncé, d'accord? Ok. Et donc, je vous disais que le pi sur 4, on peut l'avoir géométriquement. Ben oui, parce que l'intersection entre ces deux-là, la première, c'est la verticale, c'est x égale 1,5. Ah, je vous renvoie à la vidéo sur les droites, hein, le niveau de second. Et y égale 1,5, c'est une droite horizontale. Donc le point d'intersection entre les deux, il a pour abscisse 1,5 et pour ordonnée 1,5. Et donc, ce point C, si on trace la droite, ou plutôt la demi-droite OC, on récupère ici le point d'intersection avec le cercle qui a pour abscisse cosinus de pi sur 4 et pour ordonnée sinus de pi sur 4. Et voilà, voilà. Et donc pi sur 4, je rappelle, c'est 45 degrés, et si on lui demande de faire l'angle, il va nous le dire que ça fait exactement 45 degrés comme annoncé. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever les angles parce qu'on s'en fiche. Maintenant qu'on les a placés, il y en avait un qui traînait, voilà, celui-là. Et donc on a nos trois angles. Alors les droites, je vais les enlever également. Voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on a ce premier cadran, ici on a pour cosinus de 0 ça fait 1, et sinus de 0 ça fait 0. Et là réciproquement, cosinus de pi sur 2 ça fait 0, et sinus de pi sur 2 ça fait 1. Donc on a le premier cadran. Pour récupérer le deuxième cadran, c'est-à-dire le cadran supérieur gauche, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la symétrie par rapport à l'axe vertical des ordonnées. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, on le voit bien sur celui-là, là, G. Alors, au lieu qu'il affiche G, ce que je vais lui dire d'afficher simplement la valeur. Voilà, parce que son nom, on s'en fiche. Et ça nous permet, comme ça, d'afficher, ça fait y égale 1,5. Donc là, on voit y égale 1,5, donc ça veut dire que ce point-là, son sinus, on sait déjà qu'il va valoir 1,5. Donc ce point-là, le point E, il a pour sinus 1,5. Et ce point-là, comment est-ce qu'on l'obtient? Ben, si on raisonne un petit peu de façon géométrique, on s'aperçoit que, je rappelle que pi radian, ça fait 180 degrés, donc c'est-à-dire que le point qui est là, eh ben, c'est pi radian. Donc ça veut dire que pour passer de i jusqu'à f, on a fait pi, et pour passer de f jusqu'à e, on a fait pi sur 6, hein, puisque je rappelle que a c'est pi sur 6, mais dans le sens contraire. Donc on a fait l'opération pi moins pi sur 6. Donc en fait, si on enlève les pi, on a fait le calcul 1 moins 1 sixième, et 1 moins 1 sixième, ça fait 5 sixièmes. Donc ça fait 5 pi sur 6. Et si on prend une calculatrice, hein, 5 pi sur 6, ça nous fait 5 fois 180 divisé par 6. 180 divisé par 6, ça fait 30. Et donc, 30 fois 5, ça fait 150. Je fais le calcul de tête, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris une calculatrice. Bref, si je lui demande maintenant de faire la mesure de cet angle, vous allez voir qu'il va nous mettre 150 degrés. Voilà, voilà, comme annoncé. Ok? Voilà, bon ça on l'enlève parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, donc celui-là c'est 5 pi sur 6. Donc on a que 5 pi sur 6. On sait que son sinus c'est le même que celui de pi sur 6, donc c'est 1,5. Et son cosinus, bah, puisqu'on est à gauche cette fois, son cosinus il est négatif, hein, parce que je rappelle, le repère c'est toujours pareil, hein, à droite de 0 c'est positif, et à gauche de 0 c'est négatif. Donc celui-là, on a son cosinus.
Et de façon générale, en fait, ce procédé, c'est le même pour tous. C'est-à-dire que si on fait une rotation de pi radian, donc c'est-à-dire un demi-tour, et qu'ensuite on prend l'angle qu'on avait au départ dans l'autre sens, ça revient à faire la symétrie. C'est ça la symétrie, hein, c'est pi moins x. C'est on fait pi, et ensuite on fait dans l'autre sens l'angle qu'on avait là. Donc c'est-à-dire, par exemple, si je prends le point D, je vais tracer ici le segment qui est là. Donc le point D, hein, je rappelle, c'est pi sur 4. Si je fais pi, j'arrive en f. Et maintenant, je fais moins pi sur 4. Donc pi moins pi sur 4, ça fait 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. 3 quarts de pi. Pi, c'est 180. 180 divisé par 4, ça fait 45. 45 fois 3. 45 fois 2, ça fait 90. 90 plus 45, ça nous fait 135. Donc voyons voir ça. Donc ici, je vais faire ici la diagonale. Ce que je vais faire, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire je vais faire d'abord le pi sur 3 et après je prendrai l'intersection entre les deux pour l'avoir de façon géométrique. Donc si je fais pi sur 3, le symétrique de pi sur 3, ici, c'est-à-dire je vais tracer la droite verticale, hein, parce que je pourrais aussi le tracer comme ça, si je trace la perpendiculaire, ici, ça coupe directement. Mais faisons-le avec pour illustrer la formule pi moins x. Si je fais pi, j'arrive là, et je fais moins pi sur 3, ça fait 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. 2 tiers de pi, pi c'est 180, 180 divisé par 3, ça fait 60, 60 fois 2, 120. Ok, donc on va arriver en 120 degrés. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce que j'ai vu tout à l'heure, à savoir que, puisque je fais le symétrique par rapport à l'axe vertical, l'abscisse va être l'opposé de celui-là. Celui-là, c'était x égale 1,5, donc celui-là sera x égale moins 1,5. Et voilà, paf, et donc je tiens comme ça ce point-là, qui sera 2pi sur 3. Donc on va tracer le segment, et ensuite on va lui demander de calculer l'angle, et il va bien nous donner que ça fait 120 degrés. Si ça va trop vite, re-regardez la vidéo, et mettez pause à chaque fois, et faites-le par vous-même, parce que le but c'est que vous passiez à l'action, c'est que quand vous faites les choses, que vous allez apprendre quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Le but, c'est pas d'apprendre par cœur ces formules-là, c'est d'être capable de construire comme ça le cercle Rigaud. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai enlevé le label, je le remets, c'est bien 120 degrés comme c'était annoncé. Ok, 120 degrés. Voilà. Donc là, maintenant, ça, on s'en fiche, on l'enlève, et voilà. Ok, donc on a eu pi sur 3. Eh ben, pour les mêmes raisons, celui-là, c'était y égale 1,5, celui-là, c'est x égale moins 1,5. Donc on va prendre celui-là, il va nous donner celui en pi sur 4. Donc on met ici comme ça, et on fait pareil que tout à l'heure, on fait la demi-droite, voilà, comme ça, et celui qui est là, ça va nous donner le pi sur 4. Alors pourquoi est-ce que ça nous donne bien le pi sur 4? Parce que si on fait donc pi moins pi sur 4, ça nous fait 3 pi sur 4, ça nous fait donc 135, et on va calculer ça avec GeoGebra, on lui dit faire celui-là, et il va nous afficher 135 comme c'était annoncé. Voilà. Hop, on l'enlève, on est content. Donc ici, ça, pareil que tout à l'heure, on va enlever cet objet, voilà, et on va tracer juste le segment. Ok, donc là, on a fait la réplique de notre quart supérieur droit pour avoir le quart supérieur gauche. Hein. Je rappelle qu'on avait juste fait la symétrie axiale d'axe vertical et que concrètement, cette symétrie axiale, elle s'est traduite par le fait qu'on a fait la rotation pi moins x. D'accord? Maintenant qu'on a fait cette symétrie axiale d'axe vertical, on peut faire la symétrie axiale d'axe horizontal, et là on va récupérer le demi-cercle inférieur, qui sera la copie conforme du demi-cercle supérieur, à la différence que cette fois, ce sont les sinus qui vont être opposés. Donc là, ce qu'on a fait, hein, je répète la formule, on peut traduire en une formule ce qu'on a fait, enfin en deux formules. La première, c'est que sinus de pi moins x est égal à sinus x, d'accord, parce qu'on a tracé en fait les droites horizontales, donc on n'a pas modifié la coordonnée verticale, c'est-à-dire le sinus, dans l'ordonnée, et on a observé que cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x. Donc c'est ça qui nous a permis de faire la symétrie verticale. D'accord? La symétrie verticale, elle se traduit par ces deux équations. Encore une fois, c'est totalement stupide et absurde d'essayer d'apprendre ça par cœur. Ça n'a aucun sens. Il faut être capable de le faire. D'accord? C'est ça qui est important, c'est d'être capable de le faire. C'est pas apprendre. Les maths, c'est pas apprendre. Les maths, c'est comprendre. Et on comprend quand on fait. D'accord? Donc c'est aussi pour ça, volontairement, que je fais ça de façon décousue, que je fais un coup à l'oral, après j'écris les formules et ainsi de suite, parce que le but, c'est pas que vous recopiez bêtement. Vous n'apprendrez rien si vous recopiez bêtement. Il faut faire. Il faut apprendre à faire.
faire et refaire jusqu'à ce que vous l'intégriez par vous-même. C'est uniquement lorsque vous l'aurez fait et que vous l'aurez intégré par vous-même que ça restera. Sinon, ça ne restera jamais et vous serez éternellement, comme Sisyphe, condamné à pousser votre boule jusqu'au sommet pour qu'après elle retombe et que vous redescendiez pour aller rechercher votre boule. Pour les gens qui ne connaissent pas le mythe de Sisyphe, tapez mythe de Sisyphe sur Wikipédia ou sur Perplexity ou sur tout ce que vous voulez et allez vous renseigner. Bref, donc ici, ça c'était donc ce sont les formules qui traduisent l'opération qu'on a fait. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième symétrie pour pouvoir récupérer le demi-cercle inférieur. Et donc le demi-cercle inférieur, on a dit que c'est une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, la symétrie horizontale. Donc du coup, on va récupérer les mêmes abscisses, mais les ordonnées opposées. Donc en clair, ça va être sinus. Alors déjà, quelle est l'opération? Quelle est l'opération qui me permet de passer, par exemple, de celui-là à celui-là? Bah alors, si on tourne dans le sens inverse du sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens d'aiguille d'une montre, bah ça fait moins. Donc c'est-à-dire que ici, celui-là, c'est pi sur 6, pour aller là, bah c'est moins pi sur 6. Tout simplement. Et donc, si on le fait de façon purement géométrique, on a dit que c'était les sinus qui étaient opposés, donc sinus pi sur 6, son sinus c'était 1,5, donc sinus de moins pi sur 6, bah son sinus c'est moins 1,5. Donc voilà comment on récupère géométriquement celui-là, qui est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Pour ceux qui ont fait maths experte, c'est la conjugaison en fait. C'est la conjugaison complexe. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, si on veut récupérer celui-là, donc c'était. Non, celui-là c'est pi sur 4, on va le faire après. Si on veut récupérer pi sur 3, si on veut récupérer pi sur 3, il faut faire moins pi sur 3. Et donc celui-là on l'avait déjà, c'est on récupère celui-là. Voilà. Donc comme on fait moins l'angle, on remarque également que les cosinus ne changeant pas, on a que la fonction cosinus est une fonction paire, parce qu'on a cosinus moins x égale cosinus x. Et par contre, on a que la fonction sinus est une fonction impaire. Voilà. Bon, je vais pas tous les faire parce que c'est un peu chiant, et que de toute façon, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de les représenter en tant que fonction. Donc là, je pense que je vous ai montré correctement comment construire le cercle, et si vous avez des questions, vous me mettez dans les commentaires. Donc maintenant, on va nettoyer tout ça, et on va mettre ça en application pour construire les courbes. Parce que, ici, dans le programme de terminal, l'objectif, c'est d'utiliser les fonctions sinus et cosinus. D'ailleurs, même dans le programme de première, les fonctions sinus et cosinus vous sont présentées comme des fonctions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un certain nombre de points, les points qu'on connaît. Alors, commençons par la fonction cosinus. La fonction cosinus, on a dit que son point en 0, c'est 1, d'accord? Son image en 0, c'est 1, et donc le sinus de 0, c'est... Pardon, excusez-moi. Je me suis mal exprimé. Donc j'ai dit que la fonction cosinus de 0, ça fait 1, donc ça veut dire que l'abscisse x, ça va être 0, et l'ordonnée y, ça va être l'image de 0 par la fonction cosinus. Pour que ça soit clair, je lui mets cosinus 0. Il me dit 1, ça fait 1. D'accord? Donc ça, c'est la première valeur en 0. Maintenant, on a vu juste avant que cosinus de moins pi sur 6, c'était racine de 3 sur 2. Donc on va mettre un point B qui va avoir cosinus de moins pi sur 6, donc on met moins pi sur 6, et ici on met cosinus de moins pi sur 6. Et ça nous fait à peu près 0,86. Ensuite on va mettre son symétrique, donc ça va être pi sur 6, oula, pi sur 6, cosinus de pi sur 6, et donc ça fait la même ordonnée. Ok, on va zoomer un peu, hein, parce que de toute façon, les sinus et cosinus sont compris entre moins 1 et 1. Et comme ça tourne autour du cercle, au bout d'un tour complet, c'est-à-dire au bout de 2π, on est revenu à 0. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction périodique. Et pour être plus précis, 2π périodique. Ok, donc ici, on va placer d qui va être pi sur 4, et ensuite cosinus de pi sur 4, donc je rappelle, c'est pas coq, voilà, cosinus de pi sur 4. Cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 0,707, ou à 2 décimales, 0,71. Voilà, on va mettre son symétrique, ce sera moins pi sur 4,
et ensuite cosinus de moins pi sur 4, non pas sur 5, sur 4, voilà, et on obtient la même chose. Ok, j'en place encore un, pi sur 3, je vais placer pi sur 3, pi sur 2, et après ce sera tout, et ce sera suffisant. Ici, cosinus de hop, pi sur 3, ça nous fait 1 demi, voilà, pi sur 3, et on fait son symétrique, donc ça nous fait moins pi sur 3, et cosinus de moins pi sur 3. Voilà. Et donc maintenant, je vais lui dire simplement de faire y égale cosinus x, et vous allez voir que ça passe par les points que l'on avait représentés. Voilà. Donc cette courbe a été construite en plaçant les différents points, tout simplement. Ok ? On pourrait faire pareil avec sinus, et simplement on va tracer ici sinus pour que ça aille plus vite. Et on voit que c'est la même chose, mais décalé. Pourquoi? Tout simplement, hein, si on reprend les valeurs, prenons par exemple en 0, sinus de 0 c'est 0, donc l'image de 0 c'est 0. Sinus de pi sur 2 c'est 1, donc ici si je mets x égale pi sur 2, vous allez voir que la rouge, elle va être touchée en 1, tout simplement. Voilà. Donc ça, ce sont les courbes représentant les fonctions sinus et cosinus qui sont de pi périodiques. Donc je récapitule comment est-ce qu'on a défini cosinus et sinus. On les a définis à partir de triangles rectangles. Dans un triangle rectangle, on va refaire le schéma, dans un triangle rectangle. Voilà, ici, on va se remettre là. On va se remettre là. Donc dans un triangle rectangle, donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un carré que je vais couper en deux. Voilà. Tac. Dans un triangle rectangle, on a, hop, on a, si on choisit un angle, on a un côté dit adjacent et un côté dit opposé. Le cosinus c'est côté adjacent divisé par l'hypoténuse et le sinus c'est côté opposé divisé par l'hypoténuse. C'est comme ça qu'on définit le cosinus et le sinus. À partir de ça, et à partir du carré et du triangle équilatéral, on peut récupérer des valeurs particulières qui sont facilement démontrables. Et à partir de ces valeurs particulières, on peut représenter ces fonctions, puisque on peut représenter sur un cercle chaque point en fonction de son cosinus et de son sinus. Ce qui nous permet d'avoir des fonctions qui sont dites périodiques, de pi périodiques pour être précis. Et donc ce qui nous permet d'obtenir ces fameuses courbes qu'on appelle des sinusoïdes. Maintenant qu'on a ces fonctions-là, qui sont définies sur tout R, mais qu'on peut résumer en n'importe quel intervalle d'une période de pi, d'une longueur de pi, puisqu'on voit que ça se répète en fait, on peut étudier la notion de dérivabilité de ces fonctions. La dérivée de la fonction cosinus, c'est la fonction sinus. La dérivée de la fonction cosinus, pardon, c'est moins la fonction sinus. La dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. Donc ce qui nous permet d'obtenir les informations concernant les variations de ces fonctions. Et ce qui nous permet d'obtenir la notion de savoir si ces fonctions sont convexes ou concaves. Cela dépend des intervalles, comme on peut le voir. En fait, je rappelle que la notion de convexité, c'est la notion de position de la tangente par rapport à la courbe. Est-ce que la tangente est au-dessus de la courbe? Est-ce qu'elle est en dessous de la courbe? Voilà, ce genre de choses. Alors, il faut d'abord placer un point sur la courbe, c'est mieux. Voilà. Et ici, on trace la tangente. Et donc là, on voit que la tangente est au-dessus de la courbe. Donc sur cette partie-là, la courbe est concave. Et ensuite, c'est l'inverse qui se passe. La tangente est en dessous. Donc les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions qui changent de convexité. D'accord? Voilà, voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ces fonctions-là, parce que c'était peut-être la partie sur la construction. Si vous avez des questions plus spécifiques sur les fonctions sinus et cosinus, posez-les dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer concrètement des exercices qui font intervenir ces fonctions-là, et comment est-ce qu'on peut utiliser ces propriétés, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des propriétés à apprendre par cœur, il faut être capable de reconstruire ces fonctions-là pour pouvoir utiliser les propriétés quand on en a besoin. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dites-moi si vous préférez ce format-là ou si vous préférez les vidéos m'animent sans commentaire, juste avec les écritures.